Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengbozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Jean-Claude Chirolet, Photographie et fractalité. Photologie fractale 2020. Johan Guglielmetti, L'indépendance de la musique de film 2020. Joachim Daniel Dupuis, Saul Bass, Cinéma et écologie, des fourmis et des hommes 2020. Toufik Elkhouri, Aliénation et déterminisme dans le film noir classique, 1944 à 1949, 2020. Pascal Noblet, Les guerres de Jean-Luc Godard 2020. Maxime Schinfeigel, En cinéma des figures de l'autre, 2020. Johan Guglielmetti, Musique et cinéma, L'Union libre 2020. Des Ramos, Nelson Pereira dos Santos et l'invention d'un cinéma national, 2019. Louise Albert Serrut dire, Le cinéma de Jean-Luc Godard et la philosophie 2019. Delphine Chedaleux et Mélisande Leventopoulos, dire, Cinéphilie plurielle dans la France des années 1940 à 1950, 2019. Joseph Korkmaz, Présence du cinéma libanais 2019. Anna Vera, Le cinéma portugais, Histoire, culture et société 1963-2015-2019. Étienne Janot, Les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur, 2019. Paul Obadia, La Belle et la Bête de Jean Cocteau 1948, Une affaire de genre 2019. À Marie-Cécile, sans qui ce livre n'aurait pas été écrit. Avant-propos. Célèbre cinéaste grec, Théo Angelopoulos est avec Miklos Janso et Glauber Rocha l'un des rares cinéastes qui, au cours des années 1970, se soient imposés comme de véritables auteurs de films par la modernité de leur écriture cinématographique. Il occupe aujourd'hui une place à part dans le cinéma mondial. L'histoire de la Grèce contemporaine tisse la toile de fond de ces films constamment sous-tendus, à travers la fiction des intrigues et la personnalité des personnages, par une critique passionnée de l'idéologie totalitaire. L'œuvre de Théo Angelopoulos incarne un cinéma éminemment politique qui repose sur des fictions d'inspiration romanesque. Mais ce cinéma politique revêt une indéniable beauté plastique en insérant un discours polémique dans des structures esthétiques qui confèrent au contenu thématique de l'œuvre, les liens noués entre l'histoire, l'idéologie et le pouvoir, une exceptionnelle puissance de suggestion. Le choix du plan séquence, le jeu sur l'espace et le temps, l'alliance du réel et de l'imaginaire, le traitement de l'image en noir et blanc et en couleur dans le récit transcrivent les dimensions politiques du témoignage porté par la fiction sur un registre poétique. Par opposition à celle d'autres grands maîtres du 7e art tels que Kenji Mizoguchi, John Ford ou Alfred Hitchcock, l'œuvre de Théo Angelopoulos ne comprend pas un grand nombre de films, seulement 13 longs-métrages réalisés entre 1970 et 2008. Mais elle est d'une qualité remarquable, profondément originale, tissant des liens étroits entre l'histoire et la fiction, le réel et l'imaginaire. En dehors de la reconstitution 197 au premier long-métrage de l'auteur et de Athènes, 3 visites à l'Acropole, 1983, moyen-métrage documentaire, 3 cycles d'inspiration en rythme l'évolution. Leur exploration épouse le plan de notre livre. Dans le premier cycle, 1972 à 1980, Théo Angelopoulos centre son propos sur la stigmatisation du fascisme en Grèce. Le coup d'État des colonels, en avril 1967, l'a beaucoup influencé. Il s'est imposé à moi comme l'obligation de comprendre, puis de traduire quels processus divers amènent à l'instauration d'une dictature. Affirmant une prise de position explicitement politique ouverte sur l'espoir d'une révolution à visage humain, ce cinéaste de gauche, d'inspiration marxiste, soumet l'imaginaire de la fiction à l'évocation de l'histoire de la Grèce entre 1936 et 1977 suggérée dans Les Fils de l'intrigue.
Jour de 36, 1972, ou l'implantation du régime dictatorial du général Métaxas. Le voyage des comédiens 1975, ou la Grèce assujettie, de 1939 à 1952, à la double pression d'une part, d'un régime autoritaire d'inspiration fasciste, d'autre part, d'une occupation étrangère. D'abord les troupes allemandes et italiennes, puis les soldats anglais et américains. Les chasseurs, 1977, ou la bourgeoisie au pouvoir, de la fin de la guerre civile en 1949 au coup d'État des colonels, le 21 avril 1967, effrayé par la menace d'une révolution. Dans ces 3 films, qu'il appelle sa trilogie historique, dit Théo Angelopoulos, j'ai eu le souci de faire un travail sur l'histoire des 40 dernières années. Renversant en quelque sorte, par honnêteté intellectuelle, le pendule politique, Alexandre le Grand, 1980, Lion d'or du Festival de Venise, fustige avec une lucidité aiguë la dégradation d'une idéologie socialiste sous l'influence du pouvoir, le passage d'une révolte nécessaire à une tyrannie inacceptable. La fiction recoupe ici une parabole sur le destin d'un homme de gauche, métamorphosé en dictateur sous l'effet du pouvoir dont il s'est emparé, et fait implicitement le procès du stalinisme. Le retour de la démocratie en Grèce et l'arrivée au pouvoir du Parti socialiste introduisent le deuxième cycle, 1983 à 1988, d'inspiration de Théo Angelopoulos. Ce cycle suggère le passage d'un temps historique à un temps existentiel, d'une mémoire collective, la troupe des comédiens, le groupe des chasseurs, à une mémoire individuelle. Le registre explicitement politique du récit disparaît au profit d'une aventure intérieure. Celle d'un cinéaste préparant son prochain film, Voyage à Cythère 1984. Celle d'un instituteur qui renonce à sa première vocation pour devenir apiculteur, à l'image de son père, l'apiculteur 1986. Celle de 2 enfants partant en direction de l'Allemagne à la recherche de leur père qu'ils ont jamais connu, Paysage dans le brouillard 1988. Contrairement au premier, ce deuxième cycle affirme la primauté de la fiction sur les références historiques. Mais l'intrigue des films n'en renvoie pas moins à un climat de désenchantement. Le cinéaste ne croit plus en la possibilité d'une révolution, ou sourd une critique indirecte de la société grecque qui réintroduit dans le récit un point de vue politique. Dans le troisième cycle, 1991 à 2008, de son œuvre, Théo Angelopoulos, équilibrant histoire et fiction, ne s'intéresse plus seulement aux problèmes de la Grèce, mais ouvre sa réflexion sur le monde occidental. Il souligne le tragique du XXe siècle, développe une thématique de l'exil et de la souffrance des immigrés. Il suggère avec passion une remise en question des frontières. 5 grands films en témoignent: Le pas suspendu de la cigogne 1991, Le regard d'Ulysse 1995, L'éternité et un jour 1998, Palme d'or du Festival de Cannes et Léni. La terre qui pleure 2004 et La poussière du temps 2008. Dans son œuvre, Théo Angelopoulos adopte une méthode de travail qui lui est propre. Contrairement à beaucoup de cinéastes, à partir du scénario, il ne prépare pas de découpage technique avant le tournage. Je ne conçois pas ma mise en scène au stade du scénario. L'écriture préalable ne concerne que le thème, les personnages, etc. Ce n'est qu'au tournage que s'élabore le découpage, la veille, ou même quelques heures avant la réalisation. J'ai besoin de la présence des décors, de l'influence de l'espace pour imaginer la nature, la durée, le fonctionnement des plans. Il me faut absolument le mouvement, le rythme du plateau pour libérer mon imagination. Influencé par son poète préféré, Georges Séféry, dont un poème de la Grive, La maison au bord de la mer, est à l'origine de l'ouverture de l'éternité et un jour, René Maria Rilke et T.S. Eliot, dont il cite le premier vers de East Cocker, In my beginning is my end, dans Le regard d'Ulysse, au moment du départ de A vers les Balkans. Il prépare ses scénarios comme des nouvelles. Mes scénarios sont succincts et littéraires, ce sont des sortes de nouvelles que mes assistants ont du mal à découper. On discerne encore dans ses films l'influence de James Joyce, dont il avait le projet de transposer Ulysse. Esquisse biographique. Théo Angelopoulos est né à Athènes le 27 avril 1935. À sa naissance, ses parents lui donnent comme prénom Théodoros, un an avant la prise du pouvoir par le général Métaxas qui introduit en Grèce un gouvernement d'inspiration fasciste. Sa mère était crétoise. Originaire du Péloponnèse,
son père s'était installé comme commerçant à Athènes. Dans Athènes, 3 visites à l'Acropole, 1983, moyen-métrage inséré dans une série centrée sur les capitales culturelles européennes, Théo Angelopoulos nous suggère, par l'image et son commentaire en voix off, l'amour qu'il éprouve pour Athènes. Il évoque le passé glorieux de la ville, surnommée autrefois la Fleur. Il cite des propos adressés aux Athéniens par Périclès en 431 avant Jésus-Christ. « Admirez chaque jour la réalité qui est autour de vous. Cette ville dans toute sa beauté doit être aimée comme une amante. Et à cette beauté, d'autres seront ajoutées et elles éveilleront l'admiration de notre siècle et de tous les cycles à venir. » Théo Angelopoulos, par des dessins et des gravures, nous montre comment était Athènes au XIXe siècle où dominait un style de construction d'inspiration néoclassique. Il souligne la dégradation culturelle. À 3 reprises, un plan d'ensemble nous montre dans une cour déserte un piano qui semble abandonné et urbaine de la capitale grecque. Édifices affreux, vieilles maisons abandonnées, monuments et tombes mal conservées, maisons de style néoclassique, très aimées par le cinéaste, détruites. Le film nous donne de précieuses informations sur la biographie du cinéaste. Une séquence nous fait découvrir le quartier de son enfance, demeuré le même dans les années 1980, avec son horloge romaine, sa mosquée turque, son église byzantine datant de l'an 1100 et le cimetière de la vieille ville. Dans ce quartier, la maison de son enfance se trouvait près l'agora, le vieux marché. Dans cette maison, sous la chambre du petit Théo, des fouilles archéologiques avaient permis de découvrir une chambre occupée autrefois, il y a bien longtemps au VIe siècle avant Jésus-Christ, par un garçon dont on retrouva un jouet en terre cuite. Théo Angelopoulos se sentit en affinité avec cet enfant. Le cinéaste enfant, puis adolescent, vécut les années de la Seconde Guerre mondiale dans une deuxième maison qui, située dans les quartiers ouest d'Athènes, existe encore. C'est une maison basse avec un seul étage et des arbres dans la cour. En travelling avant, la caméra se rapproche du marbre de la porte extérieure de cette maison pour mettre en relief la trace d'une balle de fusil tirée en décembre 1944. Une succession de violents coups de feu entendus en son off, et des images de murs beige criblés de balles de fusil nous suggèrent les souvenirs de cette année conservés par le cinéaste dans sa mémoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les Allemands et les Italiens occupent la Grèce, son père est condamné à mort par le Parti communiste parce qu'il ne soutenait pas la résistance qui réunissait divers mouvements d'orientation politique différentes tels que le Front national de libération et l'Armée populaire, les communistes d'Hélas. À 9 ans, le cinéaste se souvient d'être allé avec sa mère à la recherche de son corps, errant parmi les cadavres de nombreux Grecs assassinés. En fait, son père avait échappé par chance à l'exécution. Cette expérience l'ayant profondément marqué, on ne s'étonnera pas de retrouver dans son œuvre, Voyage à Cythère, l'apiculteur, Paysage dans le brouillard, une réflexion sur la figure du père. En octobre 1944, la Grèce est libérée. Athènes, 3 visites à l'Acropole nous fait entendre, voix off de Théo Angelopoulos, des extraits du journal des années de guerre, 12 octobre. Athènes est en fête. Des milliers de personnes sortent dans les rues et s'agenouillent en pleurant. 2 jours plus tard, je me rends pour la première fois à l'Acropole. En décembre, son maître d'école, Monsieur Homer, qu'il aimait beaucoup, est tué, son corps déchiqueté par un coup de mortier. Son sang recouvrit de rouge l'arbre de la cour de l'école. Au cours de ses années d'études, secondaires, puis universitaires, préparation d'une licence en droit pénal à l'Université d'Athènes, Théo Angelopoulos découvre le cinéma, en particulier le cinéma américain. Dans Athènes, 3 visites à l'Acropole. Au cours d'une séquence où des ouvriers enlèvent l'enseigne lumineuse d'un cinéma, il nous confie qu'il découvre en 1946 dans cette salle, le premier film qu'il ait vu, à 10 ans alors que sa mère lui avait interdit d'aller le voir. Les anges aux figures sales, 1938, de Michael Curtiz. Il se souvient de la fin du film, la marche vers la chaise électrique de James Cagney dont il entend encore la voix. « Je ne veux pas mourir ». Le souvenir de ce film devait ensuite lui donner dans sa vie beaucoup de cauchemars. À la fin de son film, Théo Angelopoulos nous confie qu'il découvre la poésie et la politique. Comment construire son avenir ? Il décide de devenir non pas écrivain, mais cinéaste. C'était important pour quelqu'un comme moi qui a un tempérament peu porté à la création solitaire, comme c'est le cas des écrivains. À la création en chambre, j'ai préféré une création collective.
Mais celle-ci sera centrée sur un projet politique. Après son service militaire, en 1961, Théo Angelopoulos décide de venir à Paris. Il suit en Sorbonne des cours de philosophie, de filmologie et d'anthropologie qui lui permettent de découvrir Claude Lévi-Strauss. Il travaille au Musée de l'Homme sous la direction de Jean Rouch. Pour vivre, il a recours à des petits boulots. Veilleur de nuit dans des hôtels, balayeur à l'aéroport d'Orly, ouvreur à la cinémathèque, ce qui lui donne l'occasion de voir des films du cinéma nouveau brésilien, du jeune cinéma tchèque, de Dreyer, Murnau, Orson Welles, Buñuel, Antonioni, Bergman. Il apprécie en particulier l'Aventura et la nuit, de même que Cendre et Diamant, de Vajda. Paris au début des années 60, dit Théo Angelopoulos, c'était une fête et d'abord une fête cinématographique. À propos du climat froid des chasseurs, tourné dans la région de Ioannina, qui rappelle celui des films de Bergman ou d'Antonioni, il dit à Michel Simon, « Ma formation de cinéaste est venue des films d'hiver, les premiers films d'Antonioni, de certaines œuvres de Bergman. » En 1962, Théo Angelopoulos entre à l'IDHEC. Aujourd'hui la FMIS, à l'époque célèbre école de formation des cinéastes. Mais, au terme de la première année d'études, ne s'entendant pas avec son professeur, il est renvoyé pour non-conformisme. On lui reprochait en effet de vouloir effectuer dans un petit film un panoramique, mouvement de caméra, de 360 degrés et de refuser d'employer le montage classique. En 1963, il réalise un bref film policier de 16 minutes, noir et blanc, qui ne sera jamais développé faute de moyens financiers. En 1964, après ces 2 années passées à Paris, il rentre à Athènes. Dans Athènes, 3 visites à l'Acropole, il évoque la 3e maison où il habita. À l'intérieur d'un immeuble moderne, elle se situait dans une grande rue occupée par de nombreuses petites boutiques. Il collabore comme critique de cinéma au quotidien Demokratiki Alagi, Changement démocratique. En 1965, il tourne un film sur les déplacements à travers la Grèce d'un groupe de musiciens grecs pop, les Forminx, dont le musicien et compositeur Vangelis est l'un des fondateurs. Théo Angelopoulos voulait faire une comédie musicale avec un prétexte policier. De la musique et du mouvement. Mais ce film, dont le titre devait être Forminx Story, demeure inachevé en raison d'un conflit avec le producteur. Le producteur, en cours de route, n'a pas voulu que le film se poursuive comme il avait commencé. Il a voulu en faire une comédie à la grecque. Le 21 avril 1967, le coup d'État des colonels impose à la Grèce un régime politique d'inspiration totalitaire. La parution du journal Demokratiki Alagi est interdite. En 1968, Théo Angelopoulos réalise un court-métrage de 23 minutes intitulé L'émission, inspiré par une émission de radio, L'homme idéal. Ce film reçoit le prix des critiques au Festival de Thessalonique. En 1970, il signe son premier long-métrage, La Reconstitution, qui obtient le prix de la mise en scène au Festival de Salonique. De 1972 à 2008, 2 jours de 36 à la poussière du temps, 12 films, dont de nombreux chefs-d'œuvre, affirment la beauté et la qualité du cinéma de Théo Angelopoulos. En 2011, après Hélénie, La Terre qui pleure, 2004, et La poussière du temps, 2008, le cinéaste met en chantier le 3e volet d'une trilogie sur la remise en question des frontières et la tragédie de l'exil à notre époque, L'autre mer. Le film est inspiré par les souffrances de nombreux immigrés clandestins qui tentent de se réfugier en Grèce dans l'espoir de rejoindre l'Europe du Nord. Son titre renvoie à l'écrivain Georges Séféry, prix Nobel de littérature, en particulier au recueil Raven, Ceux qui voyagent fixent la voile et les étoiles, écoute le vent, écoute plus loin que le vent l'autre mer, auprès d'eux comme une conque close. Dans l'après-midi du 24 janvier 2012, en tournant non loin d'Athènes dans le port du Pirée, une séquence du film, l'arrivée d'un groupe d'immigrés dans une ville portuaire, Théo Angelopoulos est renversé par un motard de la police qui, au crépuscule, ne l'avait pas vu. Le cinéaste ne portait pas de gilet jaune. Il meurt dans la nuit du 24 au 25 janvier, arrachant ainsi les liens étroits qui l'unissaient à sa femme, Phoebe, et à ses 3 filles. L'autre mer demeure, bien entendu, un film inachevé, à jamais. En 2008, Élodie Lelu a réalisé sur le cinéaste un documentaire qui n'a pas été présenté en salle. La reconstitution.
Premier long métrage de Théo Angelopoulos tourné dans un village de l'Épire, inspiré par un fait divers, la reconstitution développe une fiction sur 3 registres. Un fait divers, une enquête policière, un constat de société. Le fait divers revêt une connotation tragique. Le film s'ouvre sur le retour d'un ouvrier dans son village natal, Tinféa, composé de pauvres maisons aux toits recouverts d'ardoises grises. Après une longue absence, cet ouvrier, Kostas, qui était parti travailler en Allemagne, rentre chez lui et retrouve sa femme et ses 3 enfants. Au cours du repas qui les réunit, pas un seul mot n'est prononcé. Il est très vite assassiné, étranglé avec une grosse corde par sa femme Eleni avec la complicité de son amant Christos. Soupçonnés, les criminels avouent et reconnaissent leurs crimes, mais s'accusent mutuellement et rejettent l'un sur l'autre la responsabilité du déroulement du meurtre. Une enquête policière. Leur aveu suscite une enquête policière et un reportage de journalistes. Qui a tué, Eleni ou son amant? Et comment? Qui a noué la corde autour du cou de la victime? Qui a serré le nœud coulant? Où le cadavre a-t-il été enterré? Le cinéaste ne répond pas à ces questions. Cette enquête est scindée à plusieurs reprises par des flashbacks qui évoquent la relation entre Eleni et son amant, avant le retour du mari. Un juge est chargé de la reconstitution du meurtre. Théo Angelopoulos précise: il y a une double reconstitution. Une reconstitution de la part de la police qui essaie de trouver qui a tué et une reconstitution de ma part où j'essaie de rassembler certains faits et certaines choses. Pour lui, la reconstitution entreprise par l'enquête de la police ne permet pas de découvrir la vérité, elle ne mène à rien. Il s'interroge. Peut-on, par l'intermédiaire du cinéma, arriver à une sorte de vérité en trouvant celui ou celle qui a tué? En fait, dit-il, la vérité que suggère le film, c'est la reconstitution une vérité sociale. Le village est un lieu clos dont les habitants sont condamnés à sortir pour tenter de trouver du travail en Allemagne. Un constat de société. La reconstitution suggère en effet, au fur et à mesure du déroulement des séquences, un constat de société. Les villageois ressentent profondément leur misère. Comme enfermés sur leur terre natale, ils ont l'impression d'étouffer dans ce village où 280 émigrés ont été contraints d'aller chercher du travail en Allemagne. Pour eux, l'émigration semble s'imposer comme le seul refuge. Le comportement d'Eleni, choix d'un amant, assassinat du mari, s'explique par un refus de l'ordre social de type patriarcal. Au cours d'une séquence, des femmes lui lancent des pierres, une révolte poussée à l'extrême. Sur ce point, Théo Angelopoulos est très clair. Il s'agit d'une femme qui se révolte. Comme elle n'a pas pleine conscience de ce qu'elle fait, elle tue son mari. En agissant ainsi, elle a tué en elle tout ce qui la conditionne. Mais c'est une révolte individuelle condamnée en tant que telle. À la fin du film, quand le procureur demande à Eleni de saisir la corde et d'indiquer comment elle a voulu tuer son mari, elle ne répond pas, jette la corde sur le sol et tente d'étrangler son interlocuteur. Par ses gestes, dit le cinéaste, elle se jette sur le pouvoir et l'ordre social, sur le père si vous voulez, pour prendre un point de vue psychanalytique. Théo Angelopoulos traite le registre policier de son film d'une façon très personnelle. Je prends le contre-pied du film policier à mystère, qui a tué, et en même temps celui du mélo traditionnel grec. Ce n'est pas le meurtre, mais la réalité sociale où il s'insère qui l'intéresse. Une réalité qui suggère la détresse et la misère des paysans grecs au cours des années 1970. Son dessein est d'inciter le spectateur non à s'identifier au personnage, mais à dialoguer avec le film. On reconnaît là l'influence du théâtre de Brecht. C'est le côté brechtien du film et en même temps son côté politique. C'est politique non pas seulement par le sujet, mais dans sa forme même. À la fin du récit, dans l'avant-dernière séquence, sur la place du village, au moment de l'arrestation définitive des coupables, Théo Angelopoulos souligne le côté dramatique de la situation par un panoramique à 360 degrés, figure de style qui lui avait valu d'être renvoyé de l'IDHEC. 8 ans auparavant. Le dernier plan fait apparaître Kostas s'avançant vers sa maison, comme au début du film dont le déroulement du récit peut apparaître comme un immense flashback. Le cinéaste reprendra ce procédé technique dans Le Voyage des comédiens. Une célèbre chanson populaire de l'Épire qui ouvrait le film le referme. Petit citronnier fou, de Visani plein de citron,
Je t'ai embrassé et malade je suis tombé, et le médecin je n'ai point appelé. La reconstitution nous fait ressentir le climat qui sera celui de tous les films du cinéaste. Non pas un ciel bleu et du soleil propre au paysage méditerranéen, mais un ciel couvert, nuageux, la pluie, une atmosphère sombre, une tonalité noire pour la photographie. Déjà on découvre dans ce film l'interrogation sur la figure du père et les thèmes du voyage, de l'exil et des frontières qui seront repris dans l'œuvre du cinéaste. Déjà Théo Angelopoulos affirme une écriture originale. Suggérer les faits plus que les montrer, développer un récit très dense progressant par ellipses, refus du montage classique, chant contre chant, coupe, au profit du plan séquence auparavant adopté par Kenji Mizoguchi, Orson Welles, Luchino Visconti et Michelangelo Antonioni. Si, dans sa formation de cinéaste, Théo Angelopoulos avait été influencé par Antonioni, celui-ci aimait beaucoup la reconstitution dont il s'est inspiré pour le final de Profession reportée 1975. Premier cycle d'inspiration, remise en question de l'idéologie totalitaire. Jour de 36. Dans l'œuvre de Théo Angelopoulos, le premier cycle d'inspiration s'ouvre avec Jour de 36, réalisé en 1972. Le titre de ce film, qui révéla en Europe la qualité du cinéma grec, a peut-être été inspiré au cinéaste par la série des poèmes de Constantin Cavafy, l'un des trois grands poètes grecs du XXe siècle avec Séphérie et Solomos, Jour de 1896, Jour de 1901, Jour de 1903, etc. Comme Cavafy, Théo Angelopoulos évoque le passé pour critiquer le présent. La toile de fond historique du film est la prise du pouvoir en Grèce par le général Métaxas. En novembre 1935, un plébiscite restaure la monarchie et le roi George II rentre à Athènes. Mais aucune majorité parlementaire ne s'impose à l'issue des élections législatives de janvier 1936. Le 4 août, le général Métaxas, ancien chef d'état-major, est nommé Premier ministre par le roi. Il maintient la monarchie, mais abolit la constitution et met en place un régime politique d'inspiration fasciste. Il définit l'État grec comme un État anticommuniste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.